Mon futur beau-frère a tiré ma chaise pour m'humilier. Ta place est par terre, a-t-il ri. Mais son père, le banquier, a vu mon nom sur le dossier de crédit frauduleux. Je m'appelle Faustine. J'ai 33 ans. Dans ma famille, je suis la fille invisible, celle qu'on appelle uniquement quand le Wi-Fi ne marche plus ou quand il faut aller chercher quelqu'un à la gare à 3 heures du matin. Mais pour le reste du monde, je suis restauratrice de livres anciens. Je passe mes journées dans un atelier silencieux au cœur de Besançon, entouré d'odeurs de colle d'amidon, de cuir tanné et de poussière séculaire. Mon travail consiste à sauver ce qui est en train de disparaître. Je répare les déchirures, je comble les manques, je redonne de la dignité à des pages que le temps a voulu détruire. C'est ironique, n'est-ce pas? Je passe ma vie à réparer les histoires des autres, alors que la mienne était sur le point d'être réduite en miettes sur le sol en marbre d'un château de location. Ce soir-là, mon futur beau-frère, Cyriaque, a décidé que ma dignité était un accessoire superflu. Il a tiré ma chaise. Je suis tombée. La salle a ri. Il a ri. Il m'a dit que ma place était par terre. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que dans ma chute, j'ai croisé le regard de son père. Et ce regard allait changer la dynamique de notre famille pour toujours. Avant de vous raconter comment une simple chute a révélé une fraude bancaire massive, j'aimerais savoir qui m'écoute en ce moment. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous regardez cette vidéo, et quelle heure il est chez vous. J'adore imaginer mes auditeurs aux quatre coins du monde. Tout a commencé une semaine avant la fête. J'étais dans mon atelier, une pince à épiler dans une main, une spatule chauffante dans l'autre, tentant de décoller une page d'un registre paroissial du XVIIIe siècle. Le silence était parfait, seulement troublé par le tic-tac régulier de l'horloge comptoise au fond de la pièce. C'est là que je me sens bien. Les livres ne mentent pas. Les livres ne vous jugent pas sur votre tenue vestimentaire ou votre célibat. Les livres ont une mémoire, mais ils n'ont pas de rancune. Mon téléphone a vibré, brisant ma concentration. L'écran affichait maman. J'ai hésité. Dans ma famille, un appel de ma mère, Sabine, n'est jamais juste un appel. C'est une convocation, une liste de courses déguisées, ou une plainte. J'ai décroché, coinçant le téléphone entre mon épaule et mon oreille pour ne pas lâcher mon outil. Faustine? Enfin! Tu ne réponds jamais, a-t-elle lancé sans préambule. Sa voix était aiguë, chargée de cette urgence artificielle qu'elle réserve aux événements mondains. Il faut que tu viennes au château de Montclay demain après-midi pour vérifier les centres de table. Oriane est débordée, la pauvre chérie est au bord du burn-out avec tous ses préparatifs. Oriane. Ma petite sœur. 28 ans, influenceuse lifestyle autoproclamée, dont le seul véritable talent est de dépenser de l'argent qu'elle n'a pas et de sourire sur des photos retouchées. Maman, je travaille, ai-je répondu calmement, mes yeux fixés sur la fibre fragile du papier. Je ne peux pas fermer l'atelier. Et je ne suis pas l'organisatrice de mariage. Elle en a engagé une, non? Tu es égoïste, Faustine. Toujours aussi froide, a soupiré ma mère. Le mot froide est son arme favorite. C'est l'événement de l'année. Cyriaque a invité la moitié de la haute société de Besançon. Son père sera là. Tu sais qui est son père? Octave Russo. Le directeur régional de la Banque Grantais. C'est une chance pour ta sœur. Tu pourrais au moins faire semblant d'être heureuse pour elle. Je n'ai rien répondu. J'ai raccroché doucement. Heureuse? Je ne savais pas si j'étais heureuse. J'étais surtout fatiguée. Fatiguée d'être le filet de sécurité, la roue de secours, la caution morale d'une famille qui me voyait comme un meuble utilitaire. Mais j'irai à cette fête. Parce que c'est ce qu'on fait, n'est-ce pas? On y va. On met un costume, on sourit, et on espère que personne ne remarquera qu'on préférerait être en train de repasser ses chaussettes. Si j'avais su ce qui m'attendait, j'aurais peut-être brûlé l'invitation. Ou peut-être que j'y serais allée plus tôt, armée non pas d'un cadeau, mais d'un avocat. Le samedi est arrivé avec un ciel bas et gris, typique de notre région en novembre. J'ai garé ma petite voiture d'occasion loin de l'entrée principale du château, coincée entre une Porsche Cayenne et une Audi rutilante. Mon véhicule faisait tache, tout comme moi. J'avais enfilé mon seul tailleur-pantalon de qualité, un ensemble bleu marine, sobre, professionnel. Je l'avais acheté pour un congrès de restauration d'archives à Lyon l'année dernière. Je me sentais blindée dedans. Pas belle, mais blindée.
En traversant la cour gravillonnée, je sentais déjà les regards. Les invités d'Oriane et de Cyriaque étaient une espèce à part. Des femmes en robe de cocktail aux couleurs vives, bravant le froid, des hommes en costume sur mesure qui parlaient fort en riant la bouche ouverte. L'air sentait le parfum coûteux et la prétention. À l'entrée de la salle de bal, Oriane accueillait les convives. Elle était magnifique, je dois l'admettre. Une robe ivoire qui coûtait probablement 3 mois de mon salaire, des cheveux bouclés à la perfection. Mais ses yeux ne souriaient pas. Il scannait la pièce, vérifiant qui regardait, qui prenait des photos, calculant l'impact médiatique de chaque instant. Faustine. Elle s'est approchée, m'embrassant en l'air pour ne pas abîmer son maquillage. Tu as mis ça? Elle a désigné mon tailleur d'un geste vague. C'est très bureaucrate. On dirait que tu viens faire un audit fiscal. Je suis ravie de te voir aussi, Oriane, ai-je répondu, ignorant la pique. Félicitations. C'est alors que Cyriaque est apparu. Il tenait une coupe de champagne comme un sceptre royal. Cyriaque a ce genre de visage qui donne envie de vérifier si on a bien fermé sa voiture à clé. Beau, certes, mais d'une beauté lisse et arrogante. Il portait une montre énorme au poignet, une imitation de luxe que je savais fausse, car j'ai l'œil pour les détails. Ah, la grande sœur, a-t-il lancé, sa voix portant un peu trop loin. La gardienne des vieux papiers. Tu as réussi à sortir de ta grotte? J'avais peur que tu ne te désagrèges à la lumière du jour, comme tes parchemins moisis. Quelques amis autour de lui ont pouffé. J'ai serré ma pochette un peu plus fort. À l'intérieur, il y avait mon cadeau, une édition originale, restaurée par mes soins, des Fables de La Fontaine. Un cadeau qui valait une petite fortune pour qui savait l'apprécier, et qui avait demandé 60 heures de travail minutieux. Bonjour Cyriaque, dis-je poliment. Merci pour l'invitation. On ne pouvait pas ne pas t'inviter, a-t-il ricané en se penchant vers moi, une odeur d'alcool et de menthe fort agressant mes narines. Ta mère a insisté. Elle a dit qu'il fallait bien quelqu'un pour raccompagner les ivrognes à la fin de la soirée. J'ai avalé ma salive. C'était donc ça mon rôle. Le chauffeur désigné. Le capitaine de soirée glorifié. J'ai balayé la salle du regard, cherchant un coin sombre où disparaître jusqu'au moment du gâteau. C'est là que j'ai vu mes parents. Mon père discutait près du buffet, l'air absent. Ma mère, Sabine, virevoltait autour d'un homme âgé, très droit, en costume gris-fer. Octave Rousseau. Le père de Cyriaque. Le banquier. Il ne souriait pas. Il observait la salle avec une précision chirurgicale, comme s'il évaluait le risque de crédit de chaque invité. Quand son regard a croisé le mien, il s'est arrêté. Ses sourcils se sont froncés légèrement. Il a incliné la tête, comme s'il essayait de résoudre une équation complexe. J'ai détourné les yeux, mal à l'aise. Je ne savais pas encore que j'étais l'inconnu de son équation. Le dîner a été annoncé. On m'avait placé à la table des pièces rapportées, juste à côté des enceintes de la sonorisation. Le volume était assourdissant. Je mangeais en silence, calculant mentalement le coût de cette soirée, le traiteur, les fleurs, la location. Oriane et Cyriaque vivaient-ils vraiment au-dessus de leurs moyens à ce point? Je savais qu'Oriane m'avait emprunté 200 € le mois dernier pour une urgence qui s'était révélée être une paire de chaussures. L'heure des toasts est arrivée. Cyriaque s'est levé, micro en main, le visage rougeau. Il aimait s'écouter parler. Il a débité des platitudes sur l'amour, la réussite, l'empire qu'ils allaient bâtir ensemble. Puis, il s'est tourné vers ma table. Un mauvais pressentiment m'a envahi. Un frisson froid a couru le long de ma colonne vertébrale. Et bien sûr, a continué Cyriaque, sa voix amplifiée par les enceintes qui faisaient vibrer ma cage thoracique, nous devons remercier notre chère Faustine. Toujours là, solide comme un roc, n'est-ce pas? Un peu austère, certes, mais utile. Il s'est approché de ma table. J'ai esquissé un sourire poli, espérant qu'il passerait à autre chose. Je me suis levé légèrement pour porter un toast, comme le veut la tradition, mon verre d'eau à la main. À votre bonheur, ai-je murmuré, ma voix perdue dans le brouhaha. J'ai amorcé le mouvement pour m'asseoir. C'est un geste automatique, ancré dans la mémoire musculaire. On ne vérifie jamais si la chaise est toujours là. On fait confiance à la physique. On fait confiance aux gens autour de nous. Au moment où mes genoux fléchissaient, j'ai vu, du coin de l'œil, un mouvement rapide. La main de Cyriaque.
Il a tiré le dossier de ma chaise en arrière, avec un grand sourire carnassier. Le vide. C'est une sensation terrifiante que de s'attendre à un support et de ne trouver que l'air. Mon corps a basculé en arrière. J'ai lâché mon verre. Mes bras ont cherché instinctivement à amortir la chute. Crac. Le bruit a été sec et séhurant. Mon coude droit et mon poignet ont heurté le sol en marbre dur avec la violence d'un marteau sur une enclume. La douleur a été instantanée, blanche, aveuglante. Elle a remonté le long de mon bras comme une décharge électrique, me coupant le souffle. Pour une restauratrice, les mains sont tout. C'est mon gagne-pain, mon art, ma vie. En une seconde, j'ai cru sentir ma carrière se briser. Puis, le silence. Un silence d'une fraction de seconde où tout le monde retient son souffle. Et ensuite, le rire. Il a commencé par Cyriaque. Un rire gras, puissant, satisfait. Hop là. Attention à la marche, belle sœur. Comme un signal, la salle a suivi. Les demoiselles d'honneur ont gloussé. Les amis de Cyriaque se sont tapés les cuisses. C'était un rire cruel, un rire de meute qui se délecte de la faiblesse d'une proie. J'étais allongé sur le dos, le souffle coupé, les larmes montant aux yeux non pas à cause de la douleur, mais à cause de l'humiliation. Je voyais les lustres en cristal tourner au-dessus de moi. Cyriaque s'est penché au-dessus de moi, le micro toujours à la main, transformant mon agonie en spectacle comique. « C'est là que tu appartiens, sœurette, a-t-il dit, assez fort pour que tout le monde entende, mais avec un ton de fausse plaisanterie. Ta place est par terre. À ramasser les miettes. » J'ai cherché du regard ma mère. « Maman. S'il te plaît. Dis quelque chose. » Je l'ai vue. Elle portait sa main gantée à sa bouche, ses yeux plissés. Elle riait. Elle riait avec eux. Elle hochait la tête vers sa voisine comme pour dire « Ah, cette Faustine, toujours aussi maladroite. » C'est à ce moment précis que quelque chose s'est brisé en moi. Plus définitivement que mon poignet. Le lien invisible qui me retenait à cette famille, cette obligation filiale toxique, a claqué net. Arrêtons-nous une seconde. Mettez-vous à ma place. Vous êtes au sol, blessé, humilié devant 100 personnes, et votre propre mère rit avec votre agresseur. Dites-moi honnêtement dans les commentaires, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous pleuré? Auriez-vous hurlé? Ou auriez-vous fait ce que j'ai fait ensuite? J'ai hâte de lire vos réactions. J'ai essayé de me relever, mon bras droit inutile et palpitant contre ma poitrine. Le rire commençait à s'estomper, remplacé par des murmures gênés. Certains invités réalisaient peut-être que la blague allait trop loin. Mais quelqu'un ne riait pas du tout. Une ombre s'est détachée de la table d'honneur. Un homme en costume gris-fer. Il a traversé la salle d'un pas rapide, fendant la foule. Il a bousculé un serveur sans s'excuser. Octave Russo. Il est arrivé à ma hauteur. Il ne regardait pas son fils. Il ne regardait pas Oriane. Il me regardait moi, avec une intensité terrifiante. Il s'est accroupi, ignorant la poussière sur son pantalon à 1000 €. Mademoiselle Faustine, a-t-il demandé. Sa voix était basse, mais elle avait le poids d'une enclume. Ce n'était pas la voix d'un invité inquiet. C'était la voix d'un homme qui vient de confirmer un soupçon terrible. Cyriaque, sentant le changement d'ambiance, a tenté de reprendre le contrôle. « Papa, détends-toi. C'est juste une blague. Elle est solide, la vieille. » Octave n'a même pas tourné la tête. Il m'a tendu la main pour m'aider à me relever, avec une délicatesse surprenante. « Mademoiselle, a-t-il répété, me fixant droit dans les yeux. Est-ce que c'est vous? Je ne comprenais pas. Moi? La fille qui vient de tomber? Moi, ai-je balbutié, massant mon poignet endolori. Faustine Leroux. Née le 14 mai 1990, a-t-il récité, comme s'il lisait un dossier invisible. J'ai hoché la tête, confuse. Oui. C'est moi. Le visage d'Octave a blêmi. Une colère froide, pure, a envahi ses traits. Il s'est relevé lentement, dominant son fils de toute sa hauteur. 2 minutes, a-t-il dit à Cyriaque. Je dois parler à cette femme. Seul. Maintenant. L'atmosphère dans la salle avait changé du tout au tout. L'orchestre avait cessé de jouer.
Le DJ avait coupé la musique, sentant que la fête venait de basculer dans une autre dimension. Le rire s'était évaporé, laissant place à une tension électrique. « Mais papa, on va couper le gâteau ?» a pleurniché Oriane, sentant que son moment de gloire lui échappait. « Le gâteau attendra » a tranché Octave sans la regarder. Il a posé une main légère mais ferme sur mon épaule valide. « Mademoiselle, venez avec moi. Il y a un salon privé à côté. » J'ai suivi cet homme que je ne connaissais pas, laissant derrière moi une salle pleine de chuchotements. Mon poignet me lançait affreusement, mais l'adrénaline commençait à masquer la douleur. Pourquoi le grand banquier Russo connaissait-il ma date de naissance par cœur? Nous sommes entrés dans un petit salon aux murs couverts de miroirs. L'ironie ne m'a pas échappé, j'étais entouré de mon propre reflet, échevelé, le tailleur froissé, tenant mon bras blessé. Octave a fermé la porte. Le bruit de la fête est devenu un bourdonnement lointain. Il s'est tourné vers moi. Il ne semblait plus être le père du marié, mais l'inquisiteur. Il a sorti son smartphone de sa poche intérieure, a tapoté quelques instants, puis m'a montré l'écran. « Regardez ça » a-t-il ordonné. J'ai plissé les yeux. C'était une photo d'un document bancaire. Un dossier de demande de crédit professionnel. En haut, le logo de la banque Grantais. Et juste en dessous, dans la case emprunteur principal, il y avait un nom. Faustine Leroux. Et dans la case co-emprunteur, Oriane Leroux. Le montant, 80 000 €. Objet, financement création d'entreprise événementielle. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds une seconde fois, mais cette fois, c'était un vertige mental. Je ne comprends pas, ai-je murmuré. Je n'ai jamais demandé de prêt. Je n'ai même pas de compte dans votre banque. Octave m'a observé, scrutant chaque micro-expression de mon visage à la recherche d'un mensonge. Ce matin, a-t-il commencé, sa voix calme et terrifiante, j'ai fait une revue aléatoire des dossiers validés par l'agence de Besançon Centre avant de venir ici. J'ai vu ce nom. Le nom de la sœur de ma future bru. J'ai trouvé ça étrange. Un prêt de 80 000 € pour une entreprise qui n'a aucun historique, validé en un temps record par un conseiller qui est un ami de golf de mon fils. Il a zoomé sur le bas du document. C'est votre signature? J'ai regardé. C'était une imitation grossière. Une boucle trop large sur le F, un T non barré. C'était la signature de quelqu'un qui m'avait vu signer des cartes d'anniversaire, mais qui n'avait jamais vu mes documents officiels. Non, dis-je fermement. Ce n'est pas ma signature. C'est un faux. Octave a laissé échapper un long soupir par le nez. Il a rangé son téléphone. Donc, vous ne saviez pas que vous étiez sur le point de vous endetter de 80 000 € pour financer le train de vie de ma future belle-fille et de mon fils? Non, ai-je répété, la colère commençant à remplacer la confusion. Ils ont volé mon identité. Octave a hoché la tête. Mon fils est un idiot, a-t-il dit, non pas avec tristesse, mais avec un mépris factuel. Il a des dettes de jeu. Et Oriane, elle aime trop les belles choses. Ils ont utilisé votre solvabilité, votre casier vierge, votre stabilité, pour obtenir ce que leur propre dossier rejeté ne pouvait pas avoir. Il m'a regardé, et pour la première fois, j'ai vu une lueur de respect dans ses yeux. Mademoiselle, je suis désolée pour votre chute. Mais je crois que cette chute vient de vous sauver la vie. Nous sommes restés silencieux un instant dans ce salon aux multiples reflets. La vérité était là, nue et laide. Ma sœur et son fiancé n'étaient pas seulement des égoïstes superficiels. C'étaient des criminels. Faux et usage de faux, a murmuré Octave, comme s'il lisait mes pensées. En France, c'est passible de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Sans compter l'escroquerie bancaire. Il s'est approché de moi. Votre poignet? Il enfle, ai-je admis. Je suis restauratrice. J'ai besoin de mes mains. Je sais, a-t-il dit. J'ai vu votre profession sur le dossier falsifié. C'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille. Une restauratrice de livres anciens qui ouvre une boîte de nuit? Ça ne collait pas. Il a sorti une carte de visite de sa poche et me l'a tendue. Mademoiselle Faustine, je vais bloquer ce prêt immédiatement. Je vais geler le dossier pour suspicion de fraude interne. Mais j'ai besoin de savoir ce que vous voulez faire. Si vous portez plainte, mon fils ira en prison. Votre sœur aussi, probablement. J'ai pensé à Oriane.
À toutes les fois où je l'avais couverte. À toutes les fois où j'avais payé ses factures. Et puis j'ai pensé à son rire tout à l'heure, quand j'étais par terre. J'ai pensé à ma mère qui riait avec eux. Je veux que ça s'arrête, ai-je dit. Je ne veux pas d'argent. Je veux juste qu'on me rende mon nom. C'est noté, a dit Octave. Il a ouvert la porte du salon. Le bruit de la fête nous a frappés de nouveau. Retournons là-bas. Faites comme si de rien n'était pour l'instant. Laissez-moi gérer Cyriaque. Nous sommes retournés dans la salle de bal. Les têtes se sont tournées vers nous. Cyriaque était assis, l'air nerveux, tapotant du pied. Oriane se rongeait un ongle, ce qu'elle ne faisait que lorsqu'elle était terrifiée. Octave est allé directement vers son fils. Il s'est penché à son oreille. Je n'ai pas entendu ce qu'il a dit, mais j'ai vu les faits. Le visage de Cyriaque s'est décomposé. Il est passé du rouge vin au blanc cireux en une seconde. Il a laissé tomber sa fourchette. Octave s'est redressé, a ajusté sa veste et m'a fait un signe de tête imperceptible. Je me suis dirigé vers la table des cadeaux. Mon poignet me lançait atrocement, mais ma démarche était assurée. J'ai repéré le petit paquet enveloppé de papier craft soigné que j'avais déposé en arrivant. Les fables de La Fontaine. J'ai pris le paquet. Qu'est-ce que tu fais ? A sifflé ma mère, surgissant derrière moi comme une furie. Tu reprends ton cadeau ? Tu es tombé sur la tête ou quoi ? Tout le monde te regarde. Je me suis tournée vers elle. J'ai vu ses yeux, remplis de cette inquiétude sociale qui était sa seule boussole morale. Je reprends ce qui a de la valeur, maman, ai-je dit calmement, assez fort pour que les tables voisines entendent. Je ne donne pas de perles aux pourceaux. Ni de livres précieux à des voleurs. Voleurs ? Elle a octé. Comment oses-tu ? Demande à ton gendre, ai-je coupé. Ou mieux, demande à son père. Il t'expliquera ce qu'est une fraude bancaire de 80 000 €. J'ai laissé ma mère bouche bée, figée comme une statue de sel. J'ai traversé la salle, le livre sous le bras gauche, mon bras droit serré contre mon corps. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'ai pas dit au revoir. En sortant dans l'air froid de la nuit, j'ai senti mes larmes couler. Pas de tristesse. De rage. Une rage pure, incandescente. Ils avaient essayé de me voler mon avenir. Mais ils avaient oublié une chose. Je suis restauratrice. Je passe ma vie à examiner les détails que les autres ignorent. Et j'allais examiner chaque centime qu'il m'avait coûté. J'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert mon application de notes et j'ai tapé une seule phrase, je l'ai tout. Préparez le dossier. Le trajet de retour vers Besançon a été un calvaire. Conduire avec un poignet foulé ou cassé, je ne savais pas encore, était une torture. Chaque virage, chaque changement de vitesse m'arrachait une grimace. Mais la douleur physique m'aidait à rester concentré. Elle m'ancrait dans la réalité, m'empêchant de sombrer dans la panique émotionnelle. Je suis arrivé chez moi, un petit appartement au 2e étage d'un vieil immeuble du centre-ville. C'est petit, mais c'est à moi. Mes livres, mes plantes, mon chat, Voltaire, qui est venu se frotter contre mes jambes en miaulant. À peine avais-je fermé la porte que mon téléphone a explosé. 27 notifications en 10 minutes. Des messages d'Oriane, tu es folle ? Reviens tout de suite. Tu nous humilies. Des messages de ma mère, tu es une ingrate. Tu as gâché la soirée de ta sœur. Je ne veux plus te voir tant que tu ne t'es pas excusé. Des messages de cousins éloignés, les singes volants, c'était pas cool ton départ, Faustine. On ne lave pas son linge sale en public. J'ai mis le téléphone en mode ne pas déranger. Je suis allé dans la cuisine, j'ai rempli un sac de glace et je l'ai posé sur mon poignet qui avait doublé de volume et virait au violet. On a sonné à la porte. J'ai sursauté. Était-il venu me chercher ? Avait-il envoyé Cyriaque pour me forcer à signer d'autres papiers ? J'ai regardé par l'œilleton. Ce n'était pas eux. C'était Jocelyn. Jocelyn est un ami d'enfance. On est sortis ensemble brièvement au lycée, mais on a vite compris qu'on était meilleurs amis qu'amants. Il est boulanger. Il a les mains larges, chaudes, couvertes de farine, et un cœur grand comme une miche de campagne. J'ai ouvert. Il tenait une baguette chaude et une petite trousse de secours.
J'ai vu la story de Mélisande, a-t-il dit doucement, sans même dire bonjour. Celle où tu tombes. J'ai reconnu le rire de Cyriaque. Je me suis dit que tu aurais besoin de glace et de glucides. J'ai fondu en larmes. Pour la première fois de la soirée, j'ai craqué. Jocelyn m'a prise dans ses bras, faisant attention à mon bras blessé. Il sentait la levure et la vanille. Une odeur de sécurité. Il m'a installé sur le canapé, a examiné mon poignet avec douceur. C'est une entorse grave, faux. Peut-être une fissure. Il faudra passer une radio demain. En attendant, je te bande ça. Pendant qu'il s'occupait de moi, je lui ai tout raconté. Le prêt, Octave, la fraude. Jocelyn a arrêté de bander mon poignet. Il m'a regardé, ses yeux noisettes devenus durs. Ils ont fait quoi? A-t-il demandé, sa voix tremblant de colère contenue. Faustine, ce ne sont pas ta famille. Ce sont des parasites. Tu ne peux pas laisser passer ça. Je ne vais pas laisser passer, ai-je répondu, ma voix se raffermissant. Jocelyn, peux-tu m'apporter ma boîte grise? Celle dans le placard du bas? Il a obéi. Il a posé la boîte métallique sur la table basse. C'est ma boîte de survie. Depuis que j'ai commencé à travailler, j'y mets toutes les preuves. Chaque fois qu'Oriane m'empruntait de l'argent. Chaque fois que ma mère me demandait de payer une facture en attendant le virement. J'ai ouvert la boîte. Des centaines de reçus, de bouts de papier, de relevés bancaires imprimés. Ils pensent que je suis faible parce que je suis silencieuse, ai-je dit en sortant mon ordinateur portable. Ils ont oublié que mon métier, c'est l'archive. Je n'oublie rien. Je note tout. Jocelyn a souri, un sourire féroce. Alors au travail. On va construire un mur. La nuit a été blanche. Dehors, Besançon dormait sous une bruine glacée, mais dans mon salon, l'atmosphère était brûlante d'activité. Jocelyn faisait du café fort. Moi, je tapais. J'ai créé un fichier Excel. Il s'est penché sur l'écran. Il a sifflé. 24 560 €. Faustine. C'est l'apport pour un appartement. C'est le prix de ma stupidité, ai-je corrigé. Non, a dit Jocelyn fermement. C'est le prix de ta gentillesse qu'ils ont militarisé contre toi. À 8 heures du matin, mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. J'ai su que c'était Octave. Allô? Mademoiselle Leroux. C'est Octave Russo. Sa voix était fatiguée mais nette. Je suis au bureau. J'ai le dossier original sous les yeux. L'expert en graphologie de la banque confirme, la signature est grossièrement falsifiée. Le conseiller bancaire qui a validé ça a été mis à pied ce matin. J'ai senti un soulagement immense m'envahir. Merci, monsieur Russo. Ne me remerciez pas encore. Cyriaque est ici. Il pleure. Il dit que c'était l'idée d'Oriane. Oriane dit que c'était l'idée de Cyriaque. Octave a eu un petit rire sec, sans joie. Les rats se dévorent entre eux. Que va-t-il se passer? Je gèle le dossier. La banque ne portera pas plainte si la dette est inexistante, ce qui est le cas puisque je l'annule avant décaissement. C'est un privilège que j'accorde à mon fils pour éviter le scandale public. Mais... Il a marqué une pause lourde de sens. Cela ne concerne que la banque. En ce qui vous concerne, vous, la victime d'usurpation d'identité, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. J'ai regardé mon écran, mon fichier Excel, mon poignet bandé. Monsieur Russo, je ne veux pas les mettre en prison. Pas encore. Je veux qu'ils comprennent la douleur. Je veux une justice financière. Je comprends, a dit Octave. J'ai une réunion avec eux à 14 heures dans un café neutre, le café du siècle. Venez. Et apportez vos preuves. J'ai raccroché. J'ai regardé Jocelyn. On a un rendez-vous. Mais avant, j'ai besoin d'imprimer tout ça. J'ai lancé l'impression. L'imprimante a commencé à cracher des pages et des pages. Le son rythmique du papier qui sortait était comme une musique de guerre. TS chaque. TS chaque. TS chaque. Avant le rendez-vous, une nouvelle bombe a explosé.
Vers 11 heures, alors que je m'habillais tant bien que mal avec une seule main, Jocelyn a juré en regardant son téléphone. Quoi? Ne regarde pas. Montre-moi. Il a hésité, puis m'a tendu l'écran. C'était Instagram. Mélisande, la meilleure amie d'Oriane et organisatrice de la fête, avait posté une nouvelle story. C'était un montage vidéo. On y voyait ma chute, filmée sous un autre angle, ralenti, avec une musique de dessin animé ridicule ajoutée par-dessus. Le texte disait « Quand la sœur jalouse essaie de gâcher le mariage mais que le karma frappe instantanément #drama queen #engagement fait #jalousie maladive », j'ai lu les commentaires. Cyriaque avait commenté « La méchanceté pèse lourd, c'est pour ça qu'elle tombe ». Des amis à eux ajoutaient des émojis de clown. Mais le pire, c'était une deuxième image. Une photo d'un relevé bancaire. MON relevé bancaire personnel, montrant un solde modeste. Oriane l'avait volé dans mes papiers un jour où elle était venue chez moi. La légende, elle ne peut même pas se payer une robe correcte, mais elle veut donner des leçons. La pauvreté rend aigri. J'ai senti mon sang bouillir. Ce n'était plus seulement de la méchanceté. C'était de la diffamation publique. C'était une violation de ma vie privée. Ils pensent qu'ils ont gagné la bataille de l'image, ai-je dit, ma voix tremblant de rage froide. Ils pensent que parce qu'ils ont des followers, ils ont la vérité. J'ai pris mon téléphone. J'ai fait des captures d'écran de tout. La vidéo, les commentaires, la photo du relevé. J'ai envoyé un mail rapide à Octave, objet, escalade. Monsieur Russo, voir pièce jointe. Votre fils et ma sœur utilisent une fraude pour m'humilier publiquement. Ma patience vient d'atteindre sa limite légale. La réponse d'Octave est arrivée 2 minutes plus tard. Reçu. Ne répondez pas. N'effacez rien. Apportez ça à 14 heures. La donne a changé. J'ai regardé Jocelyn. Tu viens avec moi? Je ne te lâche pas d'une semelle, a-t-il dit. Et j'apporte les croissants. Ils seront rassis, comme leurs excuses. C'était une blague nulle, mais elle m'a fait sourire. C'était la première fois que je souriais depuis 24 heures. Le café du siècle est une institution à Besançon. Vieux bois, miroir piqué, serveur en tablier blanc. C'est un endroit discret, parfait pour les ruptures et les conspirations. Quand nous sommes arrivés, ils étaient déjà là, au fond. Octave, impassible, buvait un espresso. Cyriaque, les yeux rouges, regardait la table. Oriane pleurnichait dans un mouchoir en dentelle. Ma mère, Sabine, était là aussi, assise très droite, l'air indigné. Quand ils m'ont vu arriver avec mon bras en écharpe et Jocelyn à mes côtés, qui portait une pile de dossiers épaisse comme un annuaire, l'atmosphère s'est glacée. Qu'est-ce qu'il fait là, le boulanger? A craché Cyriaque. Il est mon témoin, ai-je répondu calmement en m'asseyant. Jocelyn a posé le dossier sur la table avec un bruit lourd. Boum. Maman, dis-lui d'arrêter ce cirque, à Jean Oriane. C'est juste un malentendu financier. Octave a posé sa tasse. Le bruit de la porcelaine sur la soucoupe a résonné comme un coup de marteau de juge. Un malentendu, a répété Octave doucement. Oriane, tu as imité la signature de ta sœur pour obtenir 80 000 euros. C'est un crime. Un délit pénal. C'était pour nous aider, a crié ma mère. Faustine a de l'argent de côté, elle n'a pas de famille à charge, elle aurait pu aider sa sœur. C'est égoïste de sa part de refuser. J'ai regardé ma mère. Vraiment regardé. J'ai vu une femme qui avait peur de vieillir, peur de perdre son statut, prête à sacrifier sa fille aînée ennuyeuse pour sauver l'image de sa fille cadette brillante. Maman, ai-je dit. Tu savais? Elle a hésité. Je savais qu'ils avaient besoin d'un coup de pouce. Je leur ai dit que tu comprendrais. Je comprendrais que vous me mettiez en faillite? Jocelyn a poussé le dossier vers eux. J'ai ouvert la première page. La capture d'écran du post Instagram de ce matin. Et ça, ai-je demandé. L'humiliation publique? La diffusion de mes données bancaires privées? Octave a saisi le papier. Il a regardé la photo de mon relevé bancaire posté par Mélisande. Ses yeux se sont écarquillés de fureur. Il s'est tourné vers son fils. Tu as laissé faire ça, a-t-il grondé.
Tu as laissé tes amis se moquer de la situation financière de la femme dont tu essayais de voler l'identité? C'était pour rire. A balbutié Cyriaque. Octave s'est levé. Il a pris une grande inspiration. Cyriaque, tu es viré. Tu ne travailles plus à la banque. Tu rends tes clés, ta voiture de fonction et ta carte de crédit. Tout de suite. Papa. Non. Et toi, Oriane, a continué Octave, implacable. Le prêt est annulé. Mais je vais faire plus. Je vais signaler cet incident au fichier central des incidents de crédit. Tu seras interdite bancaire pour 5 ans. Plus de chéquier, plus de crédit. Rien. Oriane a poussé un cri d'animal blessé. Mais comment je vais vivre? J'ai des contrats d'influenceuse. Tu travailleras, a dit Octave. Comme tout le monde. Comme ta sœur. Puis il s'est tourné vers moi. Mademoiselle Faustine. Pour la diffamation en ligne, je vous soutiendrai si vous portez plainte. J'ai déjà demandé à notre service juridique de contacter l'hébergeur pour faire retirer les postes. J'ai regardé ma famille détruite. Ma mère pleurait, non pas de remords, mais de honte sociale. Oriane était hystérique. Cyriaque était catatonique. J'ai posé ma main valide sur le dossier dette. J'ai une autre condition, ai-je dit. Le silence est retombé. Tous les yeux étaient fixés sur moi. Voici le grand livre, ai-je annoncé en ouvrant le dossier épais. C'est la liste de tout ce que vous me devez depuis 10 ans. Prénom rendu, facture payée, caution volée. J'ai fait glisser la page récapitulative vers Oriane. 24 560 €. Je n'ai pas cet argent, a crié Oriane. Je sais, ai-je répondu froidement. Mais tu as des sacs. Des chaussures. Une voiture que je t'ai aidé à payer. Tu vas tout vendre. Et tu vas me rembourser. Chaque centime. Ma mère s'est insurgée. Tu vas dépouiller ta sœur? C'est monstrueux. Ce qui est monstrueux, Sabine, ai-je dit, utilisant son prénom pour la première fois de ma vie, c'est de rire quand ta fille se casse le poignet. C'est de comploter pour la ruiner. Je me suis levée. La douleur dans mon bras était toujours là, mais elle semblait lointaine maintenant. Je me sentais grande. Puissante. Vous avez 1 mois pour commencer les versements. Sinon, ce dossier, j'ai tapoté les preuves de la fraude bancaire, va directement chez le procureur de la République. Octave a gelé le prêt, mais la tentative de fraude est documentée. C'est moi qui décide si j'appuie sur la gâchette pénale ou non. C'était un bluff partiel, je ne voulais pas vraiment aller au tribunal pénal, c'était trop long et épuisant mais ils ne le savaient pas. La peur dans leurs yeux était ma meilleure arme. Un plan de remboursement a approuvé Octave. Je superviserai ça personnellement. Cyriaque travaillera à l'entrepôt des archives de la banque pour le SMIC. La moitié de son salaire ira directement à Faustine. Cyriaque a levé la tête, horrifié. Aux archives? Dans la poussière? Oui, a souri Octave, un sourire cruel. Tu vas apprendre la valeur du papier, comme Faustine. J'ai ramassé mes affaires. Jocelyn m'a ouvert la porte. C'est fini ici, ai-je dit. En sortant du café, j'ai croisé mon propre reflet dans la vitrine. Je n'étais plus la fille invisible. J'étais le rocher sur lequel leur navire venait de se briser. 3 jours plus tard. Je suis chez moi, en arrêt maladie pour 2 semaines. Mon poignet est dans une attelle rigide. Jocelyn est passé me faire à manger. On commence à s'habituer à cette nouvelle routine, une intimité douce qui s'installe sans qu'on ait besoin de mettre des mots dessus. On frappe à la porte. Pas la sonnette. Des coups insistants. Je regarde par la fenêtre. La voiture de ma mère est en bas. Elle est devant ma porte. Faustine. Ouvre. J'ai fait tes lasagnes préférées. Sa voix est mielleuse, tremblante. C'est la phase love bombin du cycle de l'abus. Après l'attaque, la culpabilisation, vient la séduction. Jocelyn se lève pour ouvrir. Je lui fais signe de s'asseoir. Non. On n'ouvre pas. Faustine, s'il te plaît. Ta sœur est en dépression. Elle ne sort plus de sa chambre.
On doit se serrer les coudes en famille, crie-t-elle à travers le bois. Je m'approche de la porte, mais je ne déverrouille pas la famille, c'est des gens qui te protègent, maman. Pas des gens qui te volent. C'est à cause de cet homme, hein? Ce banquier? Il te monte la tête. Non, maman. C'est à cause des mathématiques. Les chiffres ne mentent pas. Tes lasagnes ne peuvent pas rembourser 24 000 € de trahison. J'entends un bruit sourd. Elle a dû poser le plat par terre. Puis des sanglots. Des vrais, peut-être, ou une performance. Je ne saurai jamais. Tu vas mourir seule, Faustine. Avec tes vieux livres. Mieux vaut être seule que mal accompagnée, je murmure pour moi-même. J'ai mis mes écouteurs, lancé une playlist de jazz, et je suis retournée m'asseoir à côté de Jocelyn. Nous avons mangé les tartines qu'il avait préparées. Elles étaient meilleures que n'importe quelle lasagne. Les mois ont passé. L'hiver a laissé place au printemps à Besançon. Les arbres le long du Doubs ont commencé à bourgeonner. Ma vie a changé. Pas de façon spectaculaire, mais profondément. Sans le poids financier et émotionnel de ma famille, j'ai découvert que j'avais des ressources. J'ai été promue chef d'atelier. Mon patron a admiré ma rigueur, et peut-être a-t-il eu peur de moi quand il a entendu l'histoire, qui a fait le tour de la ville en version feutrée. J'ai reçu le premier chèque. 450 €. Il venait d'un compte géré par Octave. En bas, une petite note, retenue sur salaire Cyriaque Rousseau, moins un 54e. J'ai éclaté de rire. 54 mois. Cyriaque allait payer pour ses crimes pendant 4 ans et demi. Chaque mois, il penserait à moi. C'était la meilleure des vengeances. Oriane a disparu des réseaux sociaux. Octave a tenu parole et l'a signalé à la Banque de France. Plus de crédit, plus de vie de luxe. J'ai entendu dire qu'elle travaillait comme réceptionniste dans un hôtel Ibis en périphérie. Un travail honnête. Peut-être que ça lui fera du bien. Quant à Octave, nous déjeunons ensemble une fois par mois. C'est étrange, mais ce banquier rigide est devenu une sorte de mentor pour moi. Il respecte ma comptabilité émotionnelle. Il m'a dit un jour, on ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses batailles. Vous avez bien choisi la vôtre. Et Jocelyn? Il est là. Toujours là. Hier soir, il m'a apporté un pain qu'il a inventé. Il l'a appelé le Faustine. Croûte dure, cœur tendre et un peu de sel. Parce que tu es salé, a-t-il plaisanté. Je suis juste lucide, ai-je répondu en l'embrassant. Je suis dans ma cuisine. C'est le matin. La lumière du soleil frappe mon frigo. Sur la porte du frigo, il y a une feuille de papier. Ma liste de règles. Règle 1, ne jamais prêter d'argent qu'on ne peut pas perdre. Règle 2, la famille n'est pas une excuse pour l'abus. Règle 9, gardez les reçus. Toujours. Je prends un stylo noir. Mon poignet est guéri, même s'il reste une petite douleur quand il pleut, comme un rappel météo de ma stupidité passée. J'ajoute une dernière ligne. Règle 10, les limites ne sont pas une punition pour les autres. Elles sont une protection pour soi-même. Ne jamais brûler pour réchauffer ceux qui ne vous aiment pas. Je recule et j'admire mon œuvre. Ce morceau de papier vaut plus que tous les discours de mariage hypocrite du monde. Mon téléphone vibre. C'est un mail d'Oriane. Le premier depuis des mois. Objet, sans objet, corps, j'ai vendu mes sacs. Le virement arrive. Je suis désolé. 3 mots. Je suis désolé. Est-ce sincère? Peut-être. Est-ce que ça change quelque chose? Non. Je ne réponds pas. Je ferme le mail. Je prends ma veste, j'attrape la main de Jocelyn qui m'attend pour aller au marché, et je sors. Le papier a gagné. La vérité a gagné. Et pour la première fois de ma vie, je ne suis pas en train de réparer l'histoire de quelqu'un d'autre. J'écris la mienne. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. C'était dur de revivre tout ça, mais ça fait du bien de le partager. Si vous avez aimé cette histoire de justice et de karma, s'il vous plaît, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Ça aide énormément. Et vous? Quelle est votre règle numéro 10?
Quelle est la limite que vous avez dû poser avec votre famille? Partagez votre expérience dans les commentaires, je lis tout. Prenez soin de vous et gardez vos reçus.